Alors, bonsoir à toutes, à tous, et surtout, bienvenue à ce 7e colloque international du CRISE. Merci à toutes, à tous de votre présence ce soir en si grand nombre et à cette soirée, en fait, qui va marquer le début d'une riche programmation qui s'étalera jusqu'à mercredi, en fin de journée. Donc, je me présente, Annie Camus, je suis professeure au département d'organisation et ressources humaines ici, à l'UQAM, et membre du CRISE. Et c'est moi qui ai l'immense privilège d'agir à titre de maîtresse de cérémonie pour la durée du colloque. J'aimerais par ailleurs souligner donc la présence avec nous ce soir de M. Christian Agbobli, vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM. Nous sommes honorés de votre présence, Monsieur le vice-recteur. Ce soir, ce sera l'occasion de débuter les discussions formelles, informelles, sur les crises multiples qui traversent nos sociétés et surtout sur les moyens d'y répondre par l'action collective et par la recherche notamment. Dans quelques instants, nous lancerons la réflexion avec le panel face aux crises multiples. Comment agir ensemble pour faire advenir la transformation sociale? Et 4 actrices et acteurs engagés qui ont accepté généreusement de briser la glace pour nous ce soir. Nous poursuivrons la soirée avec le lancement de l'exposition La vitrine de l'innovation sociale, qui sera accompagnée d'un cocktail. Mais avant tout, je voudrais inviter donc M. Christian Agbobli, vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM, à venir vous adresser quelques mots. M. Agbobli. Alors, merci, cher professeur Camus, Annie. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté de l'UQAM, chers participantes et participants au colloque international du CRISE, distingués invités, bonsoir. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir à l'occasion de cette 7e édition du colloque international du Centre de recherche sur les innovations sociales autour de ce thème qui nous interpelle, je vous dirais, quasiment au quotidien sur les crises, sur la transformation sociale et surtout cette articulation, comme vous l'avez souligné, entre recherche et action. Et je vous dirais que le titre de ce colloque est vraiment en phase avec ce que nous réalisons comme recherche au sein de notre université, cette articulation recherche-action. Pour l'UQAM, qui a 56 ans, vous savez, le 9 avril 1969, que le gouvernement du Québec créait l'Université du Québec à Montréal, donc il y a quelques jours, nous fêtions donc notre 56e anniversaire. Et l'UQAM a donc pour mission de contribuer à faire avancer la société et de servir les collectivités par la création, la transmission des savoirs en français pour le bénéfice du Québec et pour le monde entier. Ces savoirs contribuent à comprendre notre société, à la transformer et à la rendre plus juste. Donc l'UQAM est un véritable laboratoire vivant, un acteur de premier plan dans la conduite des grands changements sociaux, que ce soit à l'échelle locale, nationale et internationale. La recherche, la création et l'innovation sont au cœur du plan stratégique dont l'UQAM s'est doté en décembre dernier, donc un plan stratégique 2024-2029. Et dans ce plan stratégique, la recherche, l'innovation, la création sont au cœur des orientations sur lesquelles nous nous projetons pour les prochaines années. Bien sûr, en ce qui concerne le financement de la recherche, l'UQAM se classe au 2e rang des universités de sa catégorie au Québec et au 6e rang au Canada. Toutes les formes de recherche et de création s'y retrouvent et nous contribuons aussi au patrimoine scientifique, social, culturel, intellectuel et artistique. L'innovation sociale, les services à la collectivité sont au cœur de l'ADN de l'UQAM. Ce sont des marques distinctives qu'il nous appartient de préserver, de faire rayonner au profit de la société, des organisations et des communautés. Cet engagement, ce dynamisme de notre université se retrouve à travers nos recherches interdisciplinaires, partenariales,
profondément ancrée dans les milieux. Et grâce à vous, cette dynamique collaborative citoyenne, cette recherche connectée à son territoire et à ses communautés fait la force de l'Université du Québec à Montréal. Donc, dans cette démarche, les innovations sociales portées par le Centre de recherche sur les innovations sociales jouent un rôle clé. Elles ouvrent de nouvelles voies, créent des espaces d'échange et donnent naissance à des mouvements alternatifs. Elles permettent de penser autrement les solidarités, les modèles économiques, les façons d'habiter, de produire, de vivre ensemble. Ensemble, par cette approche, nous pouvons non seulement trouver des réponses aux crises actuelles, mais aussi imaginer des changements durables pour la société. C'est précisément ce que le CRISE fait avec énergie depuis combien d'années? Est-ce que vous savez? 39 ans, en effet. Ça illustre parfaitement l'engagement et le rôle majeur du CRISE dans la société. Et ce colloque illustre magnifiquement bien la contribution du CRISE aux enjeux d'innovation sociale, mais à cette articulation entre recherche et action. Et je tiens à souligner la richesse de ce premier panel qui met en lumière des actrices et des acteurs clés de la société civile québécoise. Et ce panel nous offre l'occasion d'aborder l'innovation sociale à travers les regards croisés de personnes issues des milieux communautaires, de la transition écologique, des syndicats et de l'économie sociale. Donc, merci à vous d'être là. Béatrice Alain, chère Béatrice, directrice générale au chantier de l'économie sociale. Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. Bertrand Fousse, chanté, président chez Multitude et Transition en commun. Claudia Flore Leduc, chargée de campagne du regroupement québécois de l'action communautaire autonome. Merci à vous vraiment de nous entretenir tantôt dans ce panel qui sera animé par le professeur Sylvain Lefebvre du département Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale de l'ESG, chercheur engagé que l'on connaît presque tous, je crois. En terminant, je tiens à féliciter l'équipe du CRISE pour l'organisation de ce colloque qui soulève des questions cruciales pour notre avenir collectif. Donc, je vous souhaite des discussions enrichissantes, des idées nouvelles, des perspectives inspirantes. Bonne soirée et bon colloque à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur, qui est beaucoup plus grand que moi, qui ne l'est pas. Ce sera donc le tour maintenant de Mme Sonia Tello-Rosas, directrice du CRISE, de vous adresser la parole. Merci Annie. Et merci tout le monde. Et bonsoir. Christian, merci pour être ici avec nous. Chers et chers invités au panel, chers et chers collègues participants au 7e colloque international du CRISE, Madame, Messieurs, qui sont présents ce soir avec nous. C'est avec fébrilité et avec enthousiasme que je prends la parole cette première soirée, cette première journée de colloque. En préparant cette allocution, je suis allée réviser mes courriels pour me rappeler la date de début de l'aventure de l'organisation du colloque. C'était à la mi-octobre 2023. Donc, ça fait 1 année et demie presque de préparation. Notre coordonnatrice scientifique de l'époque, Mélanie Claude, avait contacté le comité fraîchement formé de Noliway Delanon, Christian Jeté, Chantal Maillot et moi-même. Et depuis, plusieurs autres personnes ont été mobilisées. Une nouvelle coordinatrice, Eliane Brisebois, mais aussi des étudiants et étudiantes brillants et brillantes, dont Isabelle Lasserre, étudiante à la maîtrise en géographie qui nous a soutenus depuis le début de l'organisation du colloque. Puis aussi notre équipe administrative,
que je tiens à nommer par le travail qu'ils font. Et Florence, Denis, Mathilde, Hugo. Mais aussi un comité scientifique formé par des collègues du CRIS. Et je vous rappelle que le CRIS, c'est un regroupement de recherche qui rejoint 12 universités. Des collègues du CRIS, mais aussi des collègues d'autres universités parmi le monde, d'autres pays. Et on a mobilisé des comités d'évaluation pour les communications, pour les bourses, pour les affiches, etc. Donc, merci à toutes cette personne. Au moment d'écrire l'appel à communication, le comité discutait des crises multiples qui secouaient le monde. Nous avons tenu plusieurs réunions, discussions, réflexions pour arriver à la version finale de notre appel, à l'appel que vous avez répondu et que vous avez répondu en grand nombre. Ces réflexions nous ont amené à un constat. En cohérence avec l'esprit du centre de recherche sur les innovations sociales, nous avons décidé de souligner les possibilités qu'offrent les innovations sociales dans des temps de crise, en invitant à identifier les interstices à travers lesquels on peut produire des transformations sociales démocratiques, des transformations porteuses de solidarité, d'émancipation, de justice sociale, environnementale, épistémique, des transformations qui nous amènent à repenser les liens avec la Terre, et Terre avec majuscule. Et c'est parce que nous sommes convaincus de l'importance de l'action collective et de l'action des mouvements de la société civile que nous avons organisé ces premiers panels. En fait, dans la tradition des recherches du CRIS, on constate un intérêt toujours présent de travailler de concert avec les groupes d'acteurs et actrices de la société civile, à participer à partir de la recherche de ce qu'on sait faire, à des expérimentations sociales. Certaines de ces expérimentations n'ont pas abouti dans des innovations innovatrices, mais d'autres ont donné lieu à de nouveaux arrangements sociaux, de nouvelles formes de consommer, de nouvelles formes de produire, des liens avec les territoires. Durant les années 80, le CRIS est né dans un contexte de crises profondes, des crises économiques, c'était la fin du Fordisme, on abandonné presque l'État-providence. Les chercheurs et chercheuses qui ont fondé les collectifs de recherche que plus tard est devenu les centres, les CRIS, se sont engagés avec d'autres acteurs pour construire des espaces fédérateurs. C'est le cas des discussions, rassemblements et réflexions qui ont donné lieu au sommet de l'économie et de l'emploi, organisé par le gouvernement de Québec en mars 1996, lors duquel des groupes de la société civile, notamment des groupes de femmes et des organisations communautaires, ont été invités à siéger avec des représentants et représentantes des syndicats, l'État et les patronats. Ces sommets ont donné lieu au chantier de l'économie sociale. On a ici Béatrice avec nous, directrice du chantier, mais aussi a donné lieu à un débat sur l'économie, une économie cohérente avec un projet de société. Devant la crise actuelle, nous nous demandons comment recréer ces espaces fédérateurs. Des espaces qui nous amènent à raviver un rêve collectif pour rêver un projet de société, pour une transition juste. Nous avons invité donc Béatrice Alain, Dominique Dignon, Claudia Fior-Leduc et Bertrand Fuss à mettre la table pour notre colloque, pour éclairer les discussions et réflexions que nous tiendrons demain et après-demain. Avant de finir, je voulais souligner un projet qui fait partie de nos activités autour du colloque. On l'appelait la vitrine de l'innovation sociale. Il s'agit d'une sorte de mini-exposition que vous pourrez visiter plus tard, autour d'un verre, dans la salle de cocktail, laquelle vise à mettre sur papier
les éléments qui façonnent notre compréhension et conceptualisation de l'innovation sociale. Une innovation sociale qui cherche des transformations sociales démocratiques. En faisant un retour sur la trajectoire des pré-40 ans du crise, nous identifions des grappes d'innovation, c'est-à-dire des innovations qui, ensemble, amènent à des trajectoires d'innovation transformatrices, des transformations sociales. Le mot « ensemble » n'est pas anodin. Nous partons de la prémisse que les innovations sociales isolées restent isolées, d'où l'importance de les mettre en réseau, de soutenir les liens. Dans notre vitrine, nous présentons juste 3 illustrations de grappes, mais quelques exemples précis. Je dois enfin indiquer que ce projet de vitrine a été possible grâce à un travail d'une équipe multigénérationnelle. On a mobilisé des bâtisseurs du CRIS, dont Benoît Lévesque et Marie Bouchard, et des plus jeunes collègues aussi, dont Julie Raipen, mais aussi des jeunes professionnels et étudiantes, Eliane Brisbois, Hugo Roy, Mathilde Courtemanche, Marc Lachapelle. La vitrine est accompagnée aussi par un projet financé par les CRIS, une cartographie des tiers espaces de recherche qui est guidée par nos collègues Chantal Maillot et Isabelle Eck. Je vous invite donc à les découvrir tout à l'heure. Merci encore, bienvenue et bon panel. Merci beaucoup, Sonia. Alors, avant de céder la place au panel, je voudrais quand même communiquer quelques informations sur l'organisation de ce superbe événement qui va nous réunir pendant 3 jours. Une des premières choses, je pense qu'il est bon de souligner, c'est que nous avons tout mis en œuvre pour que l'événement soit le plus éco-responsable possible. Nous avons tenté de réduire au maximum la production des déchets et d'encourager le plus possible des entreprises d'économie sociale et solidaire et des entreprises locales ayant un souci pour l'écologie. Aussi, afin de rendre l'événement le plus accessible possible, tous les panels et grandes conférences seront présentés avec traduction simultanée. Si vous désirez en profiter, il est indispensable cependant d'apporter vos écouteurs et de télécharger l'application Sennheiser Mobile Connect. Donc voilà. Et enfin, on veut bien sûr garder des traces de ce grand événement. Tout au long des 3 journées donc, du colloque, le talent de Nancy Roberge, facilitatrice graphique, synthétisera les conférences et panels sous forme illustrée. Vous pourrez d'ailleurs découvrir son travail dès ce soir au cocktail. Et je termine aussi, si jamais vous avez des difficultés de connexion avec le Wi-Fi, je vous invite à vous adresser à Hugo Roy, qu'on a nommé tout à l'heure, peut-être quand ce sera le moment de passer au cocktail. Mais voilà, le moment est venu de passer pour nous au panel. Et donc, j'inviterai M. Sylvain Lefebvre, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM, à venir sur scène accompagné des panélistes qu'il va vous présenter. M. Lefebvre a donc dirigé le CRIS de 2018 à 2024 et il est membre depuis 2013. Ses travaux de recherche portent sur les transformations de l'action collective, le rôle des fondations philanthropiques et les enjeux de justice sociale et environnementale. Il assure actuellement la codirection de l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus. Monsieur Lefebvre. Bonjour, ravi de vous voir. Donc, effectivement, première journée du colloque du CRIS. C'était une manière de vous mettre un petit peu dans les couleurs du CRIS. Je pense la manière de concevoir cet événement. Plusieurs d'entre vous avaient participé ce matin aux visites de différents quartiers. Manière à la fois de rencontrer des innovations sociales dans différents quartiers. Beaucoup d'entre vous n'avaient pas la chance d'être québécois, voire canadiennes. Vous venez de l'étranger, donc c'est une manière aussi de découvrir tout ça. Et au CRIS, effectivement, depuis 40 ans, depuis le début, c'est un centre de recherche qui se nourrit beaucoup du dialogue avec les acteurs et actrices engagés dans les transformations. Mais pas pour reconduire une division où les acteurs et actrices font et les chercheurs et chercheuses réfléchiraient. Ce sont des acteurs et des actrices qui réfléchissent aussi, et oui, les bras vous en tombent, brillamment. On a beaucoup à apprendre d'eux et donc on voulait partir aussi
pour débuter le colloque, de leur réflexion sur la situation actuelle. Donc on a la chance d'avoir réuni pour penser un petit peu l'imbrication des différentes crises et aussi les conditions du passage à l'action dans un contexte difficile, des acteurs de quatre secteurs, de 4 mouvements importants au Québec. Donc, je les invite à nous rejoindre. Béatrice Allain, donc, du chantier de l'économie sociale. Bertrand Fousse, de Multitudes et Transitions en commun, donc pour le courant de la transition écologique. Dominique Desniaux, donc, du Conseil central du Montréal métropolitain, donc de la CSN, un syndicat très important. Et Claudia Fioré-Leduc, du regroupement québécois de l'action communautaire autonome, RQAK. Merci beaucoup d'être là. Donc, la première question, donc on a environ 45 minutes d'échange avec vous, puis après on se réserve un temps d'échange de 15 minutes avec la salle, puis un temps d'échange débridé au cocktail cette fois-ci. La première question, c'est comment se vit dans votre milieu, dans votre mouvement, la conjonction actuelle de crises multiples. On va commencer par Béatrice, pour le chantier de l'économie sociale. Bonjour. Donc, Sylvain m'a bien dit, je vais quand même dire c'est quoi l'économie sociale, parce que pas tout le monde utilise ce vocable ou a la même définition. Au Québec, quand on parle d'économie sociale, on parle d'une organisation qui nécessairement vend un produit ou un service, donc a une activité marchande, mais elle est collective, c'est-à-dire qu'au conseil d'administration, c'est une personne, une voix, donc elle ne répond pas aux impératifs de ceux qui mettent les sous, mais de représentants de la communauté ou des membres de la coopérative. Il faut savoir que l'économie sociale, c'est une part quand même importante et depuis plus de 125 ans de l'économie du Québec. Donc, pour répondre un peu à la question, je pense qu'on voit des secteurs, on voit des réalités dans les communautés à travers le Québec qui fonctionnent mal ou qui ne fonctionnent pas. Donc, je dirais à l'échelle micro, ce que ça donne, c'est des entreprises qui se créent ou qui s'ajustent pour répondre à un besoin qui est autrement pas répondu ou répondre mieux. Donc, des jeunes qui vont faire une coopérative d'ingénieurs parce qu'ils vont dire, c'est pas vrai que genre, je veux travailler sur des projets plus durables. Mais si on regarde à la création de Desjardins, c'était offrir des services d'épargne à des gens, notamment des francophones ruraux, qui n'étaient pas des marchés intéressants. Bon, ben, on va se les créer nous-mêmes. À la création des CPE, c'est des femmes qui disent, dans un contexte de crise, je dois retourner travailler, j'ai pas les sous de payer quelqu'un à temps plein. Si on se met ensemble pour faire un service de garde mutualisé, et on voit encore aujourd'hui des services de proximité créés collectivement ou des systèmes de gestion de matières résiduelles pour faire mieux. J'irai à l'échelle macro. Donc là, quand on parle du mouvement de l'économie sociale qui regroupe plus de 11 000 entreprises, des millions de membres au Québec, de membres d'OBNL et de coopératives, l'enjeu va être d'abord de regarder ces cas qui émergent, ces innovations, puis dire pourquoi ça marche? Qu'est-ce que ça change un CPE par rapport à une garderie privée ou par rapport à une maternelle 4 ans? Est-ce que c'est le fait que les usagers sont au conseil d'administration, donc il y a un rapport de qualité, de vigilance sur la qualité qui est différent? Est-ce que c'est l'agilité en temps de crise, en COVID, qui sont différents? Est-ce que c'est... Donc, il y a une série de conditions de pourquoi telle initiative qui a créé une résidence personnes âgées à plus petite échelle, elle marche, alors que toutes les autres vivotent. Et là, je pense qu'il y a un regard avec la recherche qui est vraiment intéressant de dire, oui, il y a tel facteur, mais dans l'autre région, c'était là aussi, ça n'a pas marché. En tout cas, de regarder les conditions de réussite pour, ultimement, pouvoir essaimer ou parler de ces innovations, qu'est-ce qui est vraiment porteur. Et après, je dirais, c'est la question de comment on fait le pari qu'en faisant la croissance de ces cas, à l'échelle territoriale ou à l'échelle d'un secteur, on arrive à changer la logique économique. Parce que je pense que le point de départ du mouvement de l'économie sociale, c'est la notion que les crises qu'on traverse ont des raisons, un cadre économique, le système économique, non seulement exacerbe certaines des crises, mais les causes. Et si on voit des communautés comme Sainte-Camille en Estrie, qui a beaucoup d'économie sociale, on change les conditions économiques, incluant pour les entreprises privées ou des initiatives municipales, parce qu'il y a un bassin aussi mobilisé en économie sociale. Pour les services funéraires,
parce que 20% des services funéraires au Québec sont en coopérative, le prix des services funéraires pour qui que ce soit est en dessous de la moyenne canadienne, parce qu'on a une masse qui a une autre logique économique. Donc, le pari face à ces crises, c'est de changer la logique économique parce qu'on a développé une masse qui opère autrement selon des valeurs de solidarité et de retour à la communauté. Bertrand, toi donc, Bertrand, par rapport à la transition en commun, Multitude, c'est le courant de la transition écologique pour ceux qui connaissent moins, qui connaissent moins le contexte québécois. Toi, à ton niveau, donc cette imbrication des crises, comment elle se matérialise ou quel regard tu portes dessus? Enfin, tu peux dire un mot aussi des organisations dans lesquelles tu agis. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, très content d'être là. Oui, j'évolue depuis une dizaine d'années dans le milieu de la transition socio-écologique. C'était d'abord pour Solon, un organisme qui soutient le développement de projets collectifs citoyens, puis Transition en commun, une alliance pour accélérer la transition socio-écologique à Montréal, dont je ne vous parlerai pas, et puis Multitude, dont je dirai un mot plus tard. Quand je parle de transition socio-écologique, moi j'aime bien le parler en disant, mais finalement, on évolue depuis une dizaine d'années, mais c'est l'idée de travailler ensemble les enjeux sociaux, les enjeux écologiques, et ils sont nombreux, et puis parce qu'on les travaille ensemble, se rendre compte qu'il y a beaucoup de racines communes et que ça nous amène à devoir travailler sur les causes sous-jacentes de ces crises-là, qui sont liées à notre fonctionnement démocratique, à notre modèle économique. Et donc, il y a un peu un côté projet de société autour du développement de la transition socio-écologique. Comment on le vit? J'ai envie de dire super bien. On vit vraiment, vraiment bien les crises pour l'instant. C'est un moment très positif de notre histoire commune. Non, c'est sûr que dans le mouvement dans son ensemble, les gens qui le peuplent, ça fait peur, ça désoriente, ça décourage. On va pas non plus se raconter des histoires. Puis l'autre élément un peu négatif aussi, c'est que on se disait, on pourrait croire, mais c'est toujours la même chose, hein, notre naïveté, on pourrait croire que cette accélération des crises, puis à quel point elles sont flagrantes depuis le début de cette année, à quel point les porteurs sont flagrants, ça pourrait nous offrir une opportunité de faire valoir ce projet de société qu'on construit. Oui, dans un certain sens, mais ce n'est pas forcément là que pour l'instant on semble aller. À un niveau de choses, au niveau micro, quand on pense aux deux organisations qui peuplent ce mouvement de la transition socio-écologique, ça ne va pas très très bien. Les enjeux sont nombreux, notamment les enjeux budgétaires. Aujourd'hui, ce n'est pas là qu'on met l'argent en priorité assez clairement. Mais au niveau plus macro aussi, oui, il y a des crises. On n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, on voit un projet alternatif. En fait, notre projet, on sent qu'il est peu audible. On reparle de pipeline, on reparle de comment est-ce qu'on peut sauver le libre-échange envers et contre tout. On n'a pas l'impression de voir émerger de manière forte un projet alternatif crédible comme on aimerait le porter. Donc, pas la grande ambiance pour l'instant sur comment on le prend. Donc, on s'interroge pour la suite. Ceci dit, deux choses quand même. Je me dis, il faut quand même que je mette un peu de positif là-dedans. Deux choses. Première, c'est qu'on voit quand même émerger toute une série de nouvelles choses. Okay, des années plus tard, où on en est, des nouvelles formes de mobilisation qui sont en train d'émerger, de nouvelles formes d'action. Si on regarde aux États-Unis, c'est assez clair, assez flagrant, ça se mobilise beaucoup. On entre dans une logique de résistance, de manifestation. C'est intéressant ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui est beau à voir. Et puis de l'autre côté aussi, peut-être une volonté de se repolitiser plus. Puis ça, on le voit beaucoup aussi ici depuis quelques mois. Puis j'espère que je ne me fais pas d'ennemis ici, mais j'ai parfois l'impression qu'on a beaucoup parlé en termes d'innovation sociale, peut-être un peu moins en termes de politique et de combat politique. Puis je ressens ici une volonté de repolitiser toute une série de secteurs et de retravailler ensemble sur un projet politique commun. Puis c'est un peu ça le sens qu'on se donne avec Multitude. Puis je termine là. On se définit, c'est un mouvement en émergence qui rassemble des gens de différents horizons de partout au Québec autour de la conviction qu'on peut ensemble construire un projet politique commun. La politique, ce n'est pas juste les partis politiques, on est aussi capable comme population de s'emparer des enjeux politiques et de se faire confiance sur notre capacité à le construire au quotidien, puis après à le porter et à se battre pour qu'il advienne. Donc voilà, un peu mes deux petits points positifs. Merci Bertrand. Et Dominique, alors, pour le secteur syndical?
Oui, alors bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Le Conseil central du Montréal métropolitain regroupe en fait les 110 000 travailleuses et travailleurs regroupés dans environ 400 syndicats de la région de Montréal, Laval, le Nunavik et Iou-Iskitch et James aussi. On fait partie, les conseils centraux à la CSN, ce sont toutes des organisations régionales comme ça qui regroupent des travailleuses et travailleurs de l'ensemble des secteurs professionnels. Et donc, ça permet un échange de solidarité vraiment intéressant parce que l'on soit professeur d'université ou que l'on travaille, par exemple, dans une usine de fabrication de verre, il y a des fois beaucoup plus de convergence que de divergence entre nous et c'est un peu ce que l'on essaie de mettre de l'avant. Les conseils centraux, ce à quoi on s'intéresse plus particulièrement, c'est l'appui aux syndicats qui sont en lutte pour la négociation de leur convention collective ou pour que celle-ci soit appliquée, parce que des fois, il ne suffit pas d'avoir une convention collective, il faut aussi lutter pour la faire appliquer. Et on s'occupe aussi des enjeux sociaux et politiques. Dans les années 60, à la CSN, il y a eu une grande réflexion qui a amené la CSN à se dire on doit intervenir sur les deux fronts. Le premier étant les relations de travail, mais le deuxième étant tous les enjeux politiques. Parce que si on négocie de bonnes conditions de travail, mais que dans le reste de la société, ça ne va pas bien, on n'est pas plus avancé. Alors donc, à travers tout ça, on essaye d'établir souvent des alliances les plus larges possibles. Mais si je regarde juste au plan syndical, au plan des négociations, bien sûr, ce sont les patrons qui détiennent les leviers du pouvoir et l'idéologie dominante fait croire ou tente de faire croire aux travailleuses et aux travailleurs que l'on doit dire merci à nos patrons qui nous procurent une job et que sans eux, on ne serait rien, quoi. Là, je caricature bien sûr, mais à peine dans certaines situations. Et pour nous, ce qui est important, c'est de renverser la vapeur, justement, pour croire en son potentiel d'action collective, pour contrer la montée d'une impuissance, puis par rapport à, justement, des exploitations dans le milieu de travail. Alors donc, nous, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est de se dire, tu peux répondre à ton boss quand il te parle, que sans les travailleuses et les travailleurs, bien, il n'y en a pas de production de biens qui est possible, puis il n'y en a pas de prestation de services non plus qui est possible. Donc, on travaille aussi à prendre conscience et prendre confiance en soi collectivement, ce qui est extrêmement important. Et je voulais souligner, avant de passer à un autre élément, que les luttes syndicales, des fois on dit, mon Dieu, les organisations syndicales ne font plus rien. Bien, je voulais souligner que l'année 2023-2024 a été l'année dans laquelle il y a eu le plus grand nombre de conflits de travail depuis 1977. Alors, non, les organisations syndicales sont très, très actives et nos membres au niveau local, bien sûr. Et mener des luttes syndicales, ça exige une solidarité à toute épreuve. Et si, par exemple, on assiste à une montée du racisme, à une crise raciste, à des crises homophobes, à un ensemble de montées de crises dans la société, bien sûr, ils traversent nos rangs. Parce qu'on représente, comme je le disais, tout le monde. Tout le monde qui est syndiqué chez nous doit se sentir représenté. Donc, il est important pour nous d'identifier les lieux de fracture et de voir comment on peut les renverser, notamment en développant des outils et des formations d'éducation populaire et politique. Ça, c'est essentiel. Je vais donner un exemple, justement. À l'automne, on a mis sur pied une série d'activités, une journée de formation qui s'adressait à nos membres. Ça s'appelait « Saison de lutte ». Donc, une journée de formation sur comprendre l'origine, le maintien et le développement du capitalisme, comment le système se maintient, une autre soirée, ça a été quelles ont été des luttes syndicales plus particulières. On a mené aussi d'autres activités de formation. Et nous avons terminé le tout par un véritable gala de lutte, donc lutte sociale, lutte de classe. Nous avons organisé un véritable gala de lutte
avec de vrais lutteurs et lutteuses, oui, exactement, et aussi avec des prestations artistiques militantes qui provenaient de nos rangs. Alors, évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres enjeux dans lesquels on est engagé. Donc, j'en parlerai peut-être dans les autres questions. Notre congrès, justement, qui s'en vient dans 3 semaines, portera sur mais comment on s'organise tout le monde par rapport à toutes ces crises. Merci beaucoup, Dominique. Je note dans mon petit livre, pas rouge, mais multicolore, l'idée du gala de lutte pour dynamiser les colloques universitaires. On pourra y penser. Ça fonctionne. Claudia, au niveau du mouvement de l'action communautaire autonome. Oui, donc... donc le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, qu'est-ce que c'est? Nos membres, donc, on a 78 membres, mais ce sont eux aussi des regroupements. Donc, qu'est-ce qu'un regroupement d'organismes communautaires fait au Québec? Bien, on représente, ces regroupements-là, en fait, sont issus des champs d'activité de l'action communautaire autonome. Ça, c'est 4500 organismes d'action communautaire autonome un peu partout au Québec. Qui ont été créés pour et par les communautés. Ces groupes-là, dans différentes régions, dans différents secteurs, se sont dotés un jour aussi de regroupements, que ce soit régionaux ou sectoriels, et c'est ces regroupements-là qui ont créé le Réseau québécois de l'action communautaire autonome au début des années 2000. Donc, vraiment pour se solidariser, faire circuler l'information, développer des solutions ensemble. Et les secteurs sont variés, l'immigration, en éducation, en défense collective des droits, en santé et services sociaux, en loisirs, en écologie, et j'en passe, sont vraiment issus de la Révolution tranquille depuis les années 60. L'ACA est vraiment issu des mouvements sociaux. Quand je dis ACA, je parle d'action communautaire autonome. Des fois, on part dans nos acronymes dans le milieu communautaire, comme dans certains domaines aussi. Ils sont issus des mouvements sociaux citoyens qui ont mené plusieurs luttes sur beaucoup de fronts, que ce soit la pauvreté, l'accroissement des inégalités sociales, la discrimination, le racisme, les systèmes patriarcaux, coloniaux, capitalistes. Donc, on a des branches partout et on collabore beaucoup avec les syndicats, avec les milieux écologiques, avec les écologistes, avec l'économie sociale et bien sûr avec la recherche. Donc, comment on vit? C'est un modèle unique. Juste nommer aussi qu'est-ce que c'est vraiment l'action communautaire autonome. C'est vraiment un modèle unique au monde, basé sur, comme je l'ai dit, la défense collective des droits, l'éducation populaire autonome, mais on a quand même 8 caractéristiques distinctes qui nous permettent d'avoir accès à un financement à la mission globale du gouvernement. Dans le fond, c'est à peu près ça. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes notes. Je savais que ça allait m'arriver. Donc, qui permettent vraiment l'appropriation par les personnes qui sont dans les organismes des problématiques, donc, et à la recherche puis l'application de solutions vraiment concrètes. Donc, milieu communautaire, c'est toujours ça qu'on a fait depuis le début, quand on parle de maisons de jeunes, de centres d'action bénévoles, de centres de femmes, de ressources alternatives en santé mentale, de soutien pour les personnes migrantes et sans statut, des refuges pour personnes en difficulté, des cuisines collectives, des popotes roulantes, des associations de locataires. C'est juste quelques exemples un peu de l'ampleur, en fait, du mouvement de l'action communautaire autonome. Donc, comment se vivent les crises? C'est sûr, comme tu disais, Bertrand, assez difficilement. Les groupes communautaires sont aux premières loges vraiment de l'augmentation des besoins de la population partout, souvent pris aussi pour combler les lacunes d'un réseau public de plus en plus défaillant, de programmes sociaux de moins en moins adaptés à la réalité des populations, avec peu de reconnaissance. C'est souvent un travail invisible. C'est plus de 54 000 personnes qui travaillent dans le mouvement, en majorité des femmes, à plus de 80 %. C'est un métier de passion, c'est un métier de vocation, on l'entend souvent, travailler dans le communautaire, c'est ça, mais malheureusement, ça ne peut plus justifier là, vraiment l'écart salarial là, de plus de 33 % là, qui existe dans le milieu par rapport à la moyenne québécoise. Merci.
Alors, c'est sûr que ce qu'on vit aussi, c'est de l'épuisement, de la surcharge de travail, un haut taux de roulement, un exil aussi des connaissances puis de la culture de l'action communautaire autonome. C'est vraiment, ça a toujours été basé sur une grande politisation, la militance, l'éducation populaire. Tout ça, ça demande vraiment du temps, ça demande d'avoir de l'expérience dans nos milieux. Puis c'est ça qu'on voit vraiment, cet exil-là dû au roulement de personnel puis au fait qu'il y a un grand écart au niveau des conditions de travail et des salaires qu'on peut faire dans nos milieux. Fait que j'irai un peu avec, ça serait ça le début. Merci. Et maintenant, on va enchaîner avec la deuxième question. On vous avait demandé de réfléchir à un enjeu pour vous particulièrement crucial, parce qu'on peut être un petit peu aussi, avoir un sentiment de multiplication face à toutes ces crises, de multiplication des fronts, des enjeux. Est-ce que pour vous, il y a un enjeu dans votre mouvement qui vous paraît absolument central, sur lequel vous êtes engagé? On va repartir dans le sens inverse. Oui, tu gardes le micro. Chauffé, tout va bien. Alors, c'est sûr que là, j'ai été un petit peu rebelle. J'ai deux enjeux un peu interreliés, mais je vais essayer de faire ça pas trop long. C'est sûr, comme je m'en allais dire par rapport je parlais des conditions de travail et tout, mais ça découle vraiment, c'est pas un choix organisationnel que les organismes font de sous-payer leurs employés. C'est vraiment parce qu'il y a un sous-financement chronique de la part gouvernementale, entre autres choses. Je parlais tantôt de la mission globale, des 8 caractéristiques spécifiques à l'action communautaire autonome. Donc, les groupes sont reconnus pour déployer ces 8 caractéristiques-là au sein, dans leur mission puis dans leur quotidien. Donc, ce financement-là, malheureusement, on a tout juste atteint le 1 % du budget total là, du Québec, mais pour arriver à un seuil qui serait plus acceptable, pour pouvoir vraiment continuer de faire nos missions de transformation sociale et arrêter de générer de la pauvreté chez les personnes qui y travaillent, il faudrait qu'on soit à 2,7 % à peu près, puis ça équivaut à peu près à 2,6 milliards de dollars de plus chaque année. Fait que vous dire à quel point que quand on arrive avec nos calculs puis qu'on arrive avec nos revendications financières, il y a un très grand écart, mais malheureusement, c'est un sous-financement chronique qui a vraiment fait en sorte qu'au fil du temps, tout le réseau des groupes communautaires vivent ces situations-là vraiment difficilement, tout en étant un peu instrumentalisé par l'État qui nous prend beaucoup comme première ligne, hein, qui veut qu'on comble les lacunes un peu de ce qui se passe au niveau de la santé, au niveau de l'éducation ou dans tout autre domaine. Et il y a beaucoup de menaces, en fait, à notre autonomie qui était le deuxième enjeu. Donc, pas juste nous financer pour que le gouvernement nous dise très précisément, on vous finance pour telle chose, fait tel projet, ça, c'est nos priorités. L'action communautaire autonome, justement, qu'est-ce que c'est? C'est l'autonomie, c'est d'être capable que les gens dans les groupes communautaires puissent eux-mêmes déterminer c'est quoi les priorités, justement, puis qu'il n'y ait pas à se faire imposer par du financement qu'on dit tagué là, par le gouvernement ou bien spécifique, quoi faire avec l'argent octroyé. Donc, c'est ces enjeux-là, ouais. Merci, Claudia. Dominique? Oui, alors moi aussi, je vais tricher un petit peu parce que je n'ai pas eu le temps d'aborder un des enjeux majeurs dans lesquels on intervient, soit l'environnement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, au Conseil central, on représente des gens dans tous les secteurs d'emploi. Donc, mais tous nos membres sont préoccupés par les enjeux environnementaux d'une manière ou d'une autre, soit parce que pour prendre comme exemple, on a même des syndicats de professeurs de cégep qui ont exercé des mandats de grève hors du cadre légal pour des raisons, sur des enjeux environnementaux. On représente également des gens dont les emplois se trouvent dans des secteurs qui sont menacés. Et aussi, on a des membres qui sont évidemment des citoyens et citoyennes qui nous interpellent sur différents enjeux. Ce qui fait qu'on participe à un grand nombre de coalitions comme le Front commun pour la transition énergétique, MOB 6600 sur les logistique, etc., etc. Donc, on essaie et on fait la promotion de la transition juste, un concept qui a été développé par les organisations syndicales internationales. Et donc, c'est par ce biais-là que l'on mène nos luttes sur l'environnement. La deuxième chose, on s'est donné comme mouvement CSN une priorité qui est que l'on
se dote d'un système de santé et de services sociaux vraiment publics. Je ne sais pas si vous avez vu les pancartes mauves, là, pas de profit sur la maladie, un peu partout en ville. Alors, c'est nous qui avons mis ça. On a fait plein d'actions parce que une des choses que l'on constate, tant, mais pas que chez les travailleuses et les travailleurs de la santé, mais chez tout le monde, c'est qu'il y a une difficulté. Évidemment, il y a plusieurs problèmes d'accès à un système de santé et services sociaux. Et quelles sont les solutions que les gouvernements nous imposent, gouvernement après gouvernement, quel que soit le gouvernement qui a été mis en place, c'est un plus grand retour à la privatisation, un plus grand recours aux services privés. Alors, c'est ce qui fait que nous, on a dit non, on ne veut pas de privé en santé. Au contraire, on doit revenir à un modèle qui est plus démocratique, un modèle qui est plus décentralisé. On n'a pas arrêté de centraliser depuis les dernières années. Et un modèle aussi que l'on doit déprivatiser. On doit détricoter la privatisation pour revenir à un système qui est vraiment public, puis qui fait en sorte qu'on puisse, quels que soient nos moyens, se faire soigner dans des délais acceptables. Quand je vous disais qu'on présente tout le monde, puis que ce n'est pas juste une question de conditions de travail, c'en est une aussi, je pourrais vous en parler, mais quand on a fait une tournée de députés, un petit peu, on s'est invité chez les députés, on n'a pas attendu l'invitation, c'est un des membres du syndicat de Rolls-Royce qui expliquait à quel point c'était important. Donc, quelqu'un qui est dans l'industrie manufacturière, qui expliquait à la députée en quoi c'est important de déprivatiser puis d'avoir un système vraiment public. Merci. Bertrand? Moi, je respecte les règles. J'en ai choisi une seule. Bravo, Bertrand. Je suis un bon élève. C'est un problème. Nous, la construction qu'on fait, c'est vraiment autour de l'enjeu de la démocratie, l'autonomie, le pouvoir collectif. En se disant quelque part, toutes les crises dont on parle et qui s'empilent les unes sur les autres ne tombent pas de nulle part, elles ne tombent pas du ciel, elles ne viennent pas comme par hasard. Il y a des origines à ces crises-là, puis l'une d'entre elles, clé pour nous, c'est la concentration de richesse et la concentration de pouvoir qui va avec et qui atteint des sommets. C'est sûr qu'en 2025-2024, on a comme cette évidence qui nous vient des États-Unis, avec les oligarques américains, qui permet de montrer du doigt où est l'adversaire et de montrer du doigt où est l'enjeu, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin et dans des extrêmes aussi grands pour dire qu'on a absolument un enjeu de concentration de richesse et de pouvoir qui est à l'origine de ces crises-là. Puis ça nous pose la question d'aller radicalement à l'inverse de cette concentration-là, puis c'est là qu'on vient avec cette question de la démocratie. Puis évidemment, on ne s'en doute pas juste la démocratie où on va voter aux 4 ans et puis de temps en temps, on va se consulter les uns les autres. Mais tout ce qui fait la richesse de notre... Et au Québec, on a une richesse particulièrement grande là, dans notre capacité de parler, de délibérer, de décider ensemble dans toute une série de domaines et d'applications et qui a montré au fil du temps que c'était la bonne façon, quelque part, de répondre aux enjeux des communautés ou des personnes qui les habitent. Donc, c'est pour moi la question de la démocratie qui se pose beaucoup pour l'instant, puis elle peut se décliner de bien des façons. Démocratie économique, on va avoir un sommet de l'économie sociale dans pas très longtemps. Démocratie numérique, comment faire une démocratie vraiment inclusive aussi. Puis nous, celle par laquelle on l'aborde et à laquelle on tient beaucoup, c'est la démocratie locale. On parlait de décentralisation et de fonctionnement des démocraties locales. Il y a aujourd'hui des expérimentations extraordinaires qui se font partout dans le monde sur la réappropriation par les citoyens, les citoyennes et la société civile de leur pouvoir de délibération et décision. Autour, vraiment, je meurs d'envie de rentrer dans ces exemples-là, je ne le ferai pas, mais il y a toute une série d'expérimentations, en fait, bien au-delà des expérimentations qui montrent que ça fonctionne, en fait, que ça donne des résultats absolument extraordinaires, de se faire confiance les uns les autres sur notre capacité de décider ensemble ce qui est bon pour nous. Et donc, on va avoir tendance, nous, beaucoup à insister sur cette volonté-là, décentralisation, démocratie locale, nouveaux mécanismes, nouveaux modes d'implication, citoyens, citoyennes, société civile, dans notre façon de faire nos territoires. Moi, je suis un élève à problème, donc je n'avais pas clairement compris la question. Si on parlait des enjeux de société, effectivement, on s'en va vers un sommet de l'économie sociale et on a ciblé quand même des thématiques qui sont des enjeux de société qui sont majeurs pour nous et où l'économie sociale joue un rôle. Mais je n'allais pas tant l'aborder de cet angle-là que
Puis je n'étais pas sûre, donc je la mets au jeu quand même. Mais je pense que pour moi, un des enjeux majeurs, c'est répondre à une crise versus transformer. Donc, tu sais, sur la question, un exemple classique, c'est la question alimentaire. Si quelqu'un a faim, on lui donne à manger et c'est tout, sa personne a faim. Mais si, à long terme, on veut des systèmes alimentaires où des producteurs ont des conditions de production dignes, durables, où les travailleurs sont correctement payés, où on est capable de transformer et de consommer localement, ça prend un système économique où on paye le juste prix pour une série de choses. Donc, la gratuité, elle n'est pas en opposition. On ne peut pas dire non, il faut que tu payes parce que ça prend un système économique, mais elle n'est pas non plus suffisante pour développer une société où tout le monde vit adéquatement. Donc, il faut être capable de faire les deux choses en même temps et pas les mettre en opposition, malgré que quand quelqu'un a faim, il faut qu'il mange et malgré que des solutions uniquement caritatives nuisent l'émergence de systèmes plus durables. Et ça, je pense qu'il y a une tension. Après ça, en économie sociale, la question de... il y a des modèles, par exemple, qui ont servi très, très longtemps. Je pense au modèle de développement de logement, où on avait des systèmes pour faire émerger des OSBL ou des coopératives de 10-15 portes. Aujourd'hui, avec les coûts de construction et la question de la main-d'œuvre, un truc de 15 logements n'est pas accessible et n'est pas viable. On voit beaucoup de structures qui peinent à maintenir avec un conseil d'administration vieillissant une structure. Donc, il faut repenser un peu comment on développe du logement pour avoir des systèmes qui sont viables, sans pour autant aller trop vite, puis mettre en place des programmes, des fonds, etc., qui vont donner la prime à une grosse entreprise de Montréal. Tu sais, l'exemple Groupe Maurice, là, qui a fait ses résidences, puis c'est la même résidence dans toutes les communautés, peu importe qui est là. Bien, il faut avoir des façons de favoriser, de s'ancrer dans les territoires qui ont des populations très différentes, en Gaspésie, population vieillissante, en Abitibi, travailleurs, etc., des moyens différents, mais quand même repenser un peu le système qu'on a eu jusqu'ici pour développer et gérer notre logement pour arriver à du 20% du secteur géré sans but lucratif, avec ce pari que ça transforme plus largement les conditions de location ou de propriété pour tous. Merci. C'était intéressant dans vos réponses parce qu'on voit aussi une lecture aussi d'enjeux structurels communs, puis le mouvement syndical qui parle de transition écologique, le mouvement de la transition qui parle de démocratie. On voit beaucoup d'entrelacements aussi des enjeux, des lectures. Mais ça pose la question du passage à l'action commun, c'est-à-dire par-delà chacun son silo, sa cause. Et c'était la troisième question sur laquelle on avait envie de vous entendre, c'était comment est-ce que vous entrevoyez ce passage à l'action qui fédère les causes et les luttes au-delà chacun de notre petit silo, qui est déjà souvent énorme en ce qui vous concerne. Donc ces conditions, cet horizon du passage à l'action collective, on va peut-être repartir de Béatrice, parce que tu as déjà le T-shirt qui amène... Effectivement, dans un mois, jour pour jour, on s'en va vers un sommet de l'économie sociale. Le dernier sommet, il date de 2006. En 2006, on ne parlait pas d'environnement, on parlait de chômage, on ne parlait pas de pénurie de main-d'œuvre, on parlait de la situation des femmes, on ne parlait pas de diversité ethnoculturelle. Les enjeux, on ne parlait pas de vieillissement de la population. Les enjeux pour le Québec ne sont pas les mêmes. Le milieu de l'économie sociale est plus réseauté, plus outillé, mais n'a pas été mis ensemble pour dire, OK, maintenant, collectivement, comment on va contribuer à la transition socio-écologique, comment on va accroître nos capacités de gestion des matières résiduelles, comment on soutient la vitalité territoriale. Donc, sur toutes ces thématiques, il y a une vision 2050 qui a été mise au jeu pour dire, OK, mais c'est quoi notre vision de service aux aînés? C'est quoi la vision sur la question environnementale ou culturelle ou immobilière, etc.? Puis après ça, des discussions. Donc, il y a des travaux là, qui sont sur les dernières 2 années. Il y a une tournée de toutes les régions, tous les secteurs. Après, c'est des groupes de travail qui travaillent depuis des mois pour arriver à des propositions pour accroître nos capacités d'action et notre identité par rapport à ça. C'est-à-dire de dire, ouais, entre toi qui travailles sur la production alimentaire, moi qui travaille sur la transformation, toi qui travailles sur l'alimentation scolaire, on a une vision commune de notre système agroalimentaire, puis on est capable de se donner des feuilles de route, une espèce de planification stratégique entre nous,
où on voit comment on peut contribuer à un système plus durable avec des retombées plus générales. Et donc, ça interpelle, l'idée, c'est quand même de booster l'ambition en économie sociale, de dire oui, on veut aller vers 20%. Puis après ça, d'avoir des discussions très dans le blanc des yeux, comment on va y arriver. Mais je dis l'économie sociale, mais c'est clair que ça part des communautés, donc le rôle des municipalités, le rôle de la recherche pour connaître les conditions de succès, pour réfléchir à comment on va les accroître, comment on change d'échelle dans certains secteurs, le rôle de partenaire historique, le mouvement syndical qui a travaillé sur la démocratisation de l'économie depuis 50 ans et qui investit pour ça, le milieu communautaire qui est là pour mobiliser les gens, faire valoir une pluralité de voix puis de besoins. Je pense que c'est un travail qui rallie très largement, mais où l'économie sociale, et notamment les entreprises d'économie sociale ou ceux qui les portent, peuvent faire un rôle de leadership, de dire, OK, on choisit de prioriser ceci plutôt que cela, ou de s'enligner, de parler de l'importance de ceci, cela. Donc, c'est vraiment ce travail stratégique sur 25 ans qui va conclure et commencer au sommet de l'économie sociale dans un mois. Merci. Bertrand? Sur le comment on fait, je pense que la première chose que j'avais envie de dire, c'est en fait de reconnaître que je ne sais pas, puis je pense qu'on ne sait pas trop. Je trouve qu'on est dans une période où il y a quand même beaucoup de confusion. Ça bouge dans tous les sens, on n'arrive pas à apprendre. Donc il y a un côté un peu de confusion, de difficulté parfois même à respirer, à comprendre ce qui nous arrive. Donc je crois quand même qu'il y a le besoin de reconnaître que comment on s'y prend, je ne sais pas trop. Ceci dit, je voulais aussi souligner comme deuxième point qu'il y avait beaucoup de mouvements qui aujourd'hui se bougent, sortent de leur zone de confort, rassemblent de plus en plus. C'est sûr que j'avais l'exemple, Béatrice est passée juste avant moi, du sommet qui s'en vient. Il y a un mois ou deux, j'étais au forum sur les systèmes alimentaires territoriaux à Saint-Hyacinthe. C'est extraordinaire, le dynamisme aussi et l'évolution là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent et peut-être qui nature quand même rendre vraiment plus optimiste. C'est sûr que ce ne sera pas suffisant. Puis j'avais juste peut-être 5 petits points à nommer, mais plus dans l'esprit point de réflexion sur comment on s'y prend. Le premier, c'est peut-être c'est chacun son milieu, mais peut-être d'accepter qu'on est en train de perdre pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre, mais pour l'instant, il y a un peu cette impression. Il faut t'accepter pour mieux comprendre comment on peut, in fine, gagner. Où j'ai parfois l'impression qu'on fait tout pour se faire croire que non, ça va bien, on y arrive, on va gagner. On est peut-être en train de perdre, puis il faudrait se le dire peut-être plus clairement. Le deuxième point, c'est sortir de nos logiques organisationnelles. On en a de plus en plus l'obligation, on parlait du deuxième front, un deuxième front pour tout le monde. Là. Comment est-ce qu'on sort de nos logiques organisationnelles pour être capable de se rejoindre? C'est pas facile, puis je pense qu'on en a l'obligation. Troisième point, revenir peut-être à viser une logique de mouvement de masse, être sur le terrain, se parler, se mobiliser, se parler entre nous, se rassembler, être des milliards de mains, 2 milliards d'épaules, mais se parler et puis faire mouvement de masse. Le quatrième, peut-être travailler sur une longue durée. Je me demande parfois si on a les bons endroits, les bons canaux et la patience aussi et la capacité de concession qui va avec le fait de travailler sur une longue durée. Et le dernier, peut-être une coquetterie de ma part, mais quand on parle de converger, peut-être plutôt qu'apprendre à converger, à fédérer, apprendre à composer entre nos différents mouvements. Puis je vois quelque chose un petit peu avec moins le risque qu'il y ait un mouvement qui soit amené à faire converger les autres ou à se fédérer avec des logiques qui peuvent être lourdes et complexes, alors qu'avec tout ce qui se passe déjà sur le terrain, il y a des logiques de composition beaucoup plus agiles et beaucoup plus respectueuses de chacun qui pourraient se mettre en place. Et qui se mettent en fait déjà en place, ceci dit, à plusieurs endroits. Mais je pense qu'on doit chérir cette logique-là de composition pour y arriver. Voilà. J'écoute, c'est que je note en même temps. C'était bon, ça. Dominique? Bien, en fait, le travail que l'on fait se fait en grande partie dans la recherche d'alliances les plus larges possibles. C'est souvent, d'ailleurs, quand on adopte des propositions sur divers enjeux, souvent on va ajouter « et ceci dans les alliances les plus larges possibles ». Ce n'est pas juste une formule toute faite, c'est une formule qui a été éprouvée.
je pense, entre autres, puis on a des exemples récents là, de succès. Je pense, entre autres, à tout le travail qui a été fait pour l'élaboration de la feuille de route du Front commun pour la transition énergétique, qui, justement, a permis, je trouvais ça intéressant, ça m'est venu comme exemple en vous entendant parler, où là, on a travaillé avec chacun et chacune nos différences, puis aussi, mais on est arrivé à faire quelque chose d'extrêmement porteur et d'extrêmement détaillé. La lutte à l'austérité, ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est 2013, 2014, 2014, 2015. Au début, tout le monde est parti chacun de son bord, là. Puis, après quelques mois de lutte éparse, il y a à un moment donné, puis les organisations communautaires, syndicales, on était aussi coupables. Tout le monde était sur son compte à soi. On s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu un élan collectif absolument incroyable. À un moment donné, ça a même culminé avec 2 manifestations, une à Montréal de 100 000 personnes, puis une à Québec de 50 000 personnes. Alors, on avait, je n'avais jamais vu ça de ma vie, moi, ce type de manifestation-là, large, qui regroupe un ensemble d'acteurs, en fait, tous les acteurs de la société civile, pour rappeler que la population a des besoins, puis on est dans une société riche au Québec, bien, la société riche doit prendre la responsabilité de répondre à ces besoins-là et non pas toujours aux impératifs de ceux et celles qui souhaitent s'en mettre toujours un peu plus dans les poches. Donc, c'est important à ce moment-là d'identifier quelles sont aussi nos convergences et nos intérêts communs. Je vais donner un autre exemple qui peut être assez extraordinaire quand on réussit à se mettre tout le monde ensemble. Mais là, je pense que je vais dépasser le 3 minutes. En fait, c'est ce qui se passe aussi avec les services de garde. Là, en ce moment, les éducatrices, pas les éducatrices, mais les travailleuses des CPE, dans leur ensemble, sont en grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais d'où vient les CPE, le réseau des CPE? Non, 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 ce n'est pas Pauline Marois, la mère des CPE. C'est une série de mères au complet, de mères au pluriel qui ont lutté ensemble, qui venaient des comités de conditions féminines, des syndicats, qui venaient des groupes communautaires, des groupes citoyens, des CLSC, d'un peu partout, de toutes et qui se sont unis pour revendiquer. Ça a été une lutte absolument extraordinaire qui a permis d'avoir ce réseau-là qui est menacé à l'heure actuelle. Et les travailleuses actuellement poursuivent cette lutte-là pour la survie du réseau, mais aussi s'inscrivent dans une mouvance de reconnaissance de la valeur du travail des femmes, de la valeur du prendre soin des autres, parce que c'est extrêmement dévalorisé dans notre société. Puis je vais terminer là-dessus en disant que ce qu'on essaye de faire aussi pour changer les mentalités, c'est de passer de... J'aurais pu vous parler des tarifs douaniers aussi, hein? Parce que là, ce qu'on parle beaucoup, c'est d'investissement. C'est quoi un véritable investissement? C'est quand ça va dans les poches de l'entreprise privée, puis quand on parle de dépenses, c'est la réponse aux besoins des citoyens et des citoyennes. Alors nous, on veut renverser la vapeur, puis dire collectivement comment on peut mettre notre pied à terre, puis notre poing sur la table pour dire que les services sociaux, les services publics, les groupes communautaires, tout l'ensemble des services, l'éducation à la population, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements dans le bien-être commun. Merci. On a un début de mobilisation. Ça partira d'ici. On pourra dire c'est parti d'ici. Claudia? Oui, mais merci. C'est vraiment, j'adore, moi, ça m'inspire de vous entendre aussi. C'est difficile en ce moment, je partage ce que Bertrand aussi nommait. C'est difficile, il y a une multiplication de choses, d'éléments, de concertation, de groupes qui prennent parole, puis c'est magnifique, mais dans le milieu communautaire aussi, ce qu'on voit, on y participe aussi beaucoup, mais ce qu'on voit par rapport aussi à ce que j'ai nommé, par rapport à
l'épuisement, à la surcharge de travail, à la souffrance des communautés qui augmentent, avec qui on est en contact à tous les jours. C'est difficile de pas juste un peu se replier un peu sur nous-mêmes puis se dire là, on a besoin aussi de prendre soin quand même du monde qui sont là, prendre soin de la population. On peut pas toujours être partout sur plein de concertations. Donc, c'est dur de parler de qu'est-ce qui est fédérateur, tu sais, quand on a peine, tu sais, nous, un peu à survivre. Mais malgré tout, on le fait. Malgré tout, on a une force de mobilisation extraordinaire quand on se met ensemble. En effet, historiquement, on en a fait de grandes choses. Il y en a eu des luttes qu'on a menées. Mais cette époque-ci nous plonge un peu dans un état de chaos. Peut-être, on n'est jamais préparé, je pense, aux crises de toute façon quand il arrive. Mais où on se dit une confusion, puis c'était bien nommé par Bertrand, où on se dit où on s'en va avec tout ça. Donc, je voudrais citer Marie-Hélène Gay, qui est une autrice, une poétesse, mais aussi une chroniqueuse qui m'inspire beaucoup puis qui a des bons mots pour ce qu'on est en train de parler ce soir. Donc, la plupart des gens, quand on leur donne les bons outils, quand on les soutient vraiment, ils s'élèvent, ils participent, ils veulent contribuer. Ce ne sont pas les gens qu'il faut craindre, c'est le système qui le tient à distance, puis qui les accuse ensuite de ne pas faire assez. Celles et ceux qui vivent dans une forme de confort matériel, social, peuvent plus facilement se désengager. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut refuser cette indifférence et ce silence. Il faut lire entre les lignes, regarder qui parle, à qui on coupe la parole, qui est oublié. Il faut rester attentive pour cette qualité plus rare, plus exigeante, qui est celle de demeurer solidaire. Puis c'est vraiment la solidarité sur laquelle que je voulais qu'on base. On l'a effleuré, on l'a effleuré, puis on en a parlé plus en profondeur, mais c'est difficile dans le temps qui nous est octroyé sur un panel comme ça, puis ça nous fera plaisir de discuter plus longuement après avec vous. Donc, c'est toujours à soigner le travail de maillage entre nos organisations, l'économie sociale, l'action communautaire autonome, les groupes écologiques, étudiants, la recherche, les artistes aussi. On a besoin d'eux, on a besoin de la culture pour nous donner des élans pour se mobiliser, briser nos silos, on en a parlé, briser ce cycle-là malsain parce qu'il faut se l'avouer, on est en train de vivre des conséquences d'un système qui est vraiment oppressif, qui nous nuit à long terme. Donc, il faut dégager ce temps-là précieux pour vraiment s'adresser les causes de ce système-là, œuvrer à le déconstruire. Et voilà, c'est ce que j'avais à nommer. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer, on a 15 minutes d'échange avec la salle où vous allez pouvoir poser des questions. Je voulais prendre le temps de vous remercier pour la richesse de vos analyses, pour la franchise de vos doutes, qui sont aussi celles de nos vulnérabilités communes, et puis la force, et je dirais peut-être aussi la nécessité de vos mobilisations collectives, et toutes ces choses-là concernent le monde de la recherche, que le monde de la recherche le veuille ou non. Nous ne sommes pas un monde à distance, et ce qui se passe aussi aux États-Unis réintroduit la recherche comme un acteur social comme un autre, pris aussi dans des luttes, là aussi, qu'ils le veuillent ou non, donc autant le vouloir et le faire avec vous. Deuxième chose aussi, je vous remercie beaucoup pour... il y avait une dimension peut-être de pédagogie de l'exemplarité dans le respect du temps, une qualité trop peu partagée par le monde de la recherche dans les colloques universitaires. Donc, vous avez parfaitement respecté les minutes qui vous étaient allouées, que ces qualités grandioses passent jusqu'à nos participants et participantes durant les 2 journées qui restent et qui s'ouvrent à nous. On a une quinzaine de minutes, grâce à votre respect du temps, pour un échange avec la salle. Alors, s'il y a des questions, des réactions, des interventions, nous vous écoutons. Merci. En dehors de l'ovation, est-ce qu'il y avait des questions ? Colomba, Université du Québec en Outaouais. Mon Dieu, c'est bien trop fort. D'abord, évidemment, un très grand merci aux panélistes pour un échange vraiment super riche et qui soulève plein de questions. J'ai envie d'aller avec une toute petite question, vous allez voir, qui est vraiment facile à traiter en 30 secondes, mais quand on parle du crise et des crises, quand on parle de ces interstices, quand on parle de la naissance de mouvements comme les organismes communautaires, l'économie sociale, le mouvement syndical, on parle souvent de ce qui se fait dans la société civile et donc de ce qui se fait à l'extérieur ou parfois en dépit de l'État.
Et donc, j'aurais juste envie de vous entendre sur, dans ce contexte-là actuel de crise, avec toute la volonté des différents mouvements que vous incarnez de faire quelque chose et dans la volonté de maillage, qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de réellement transformateur quand en face, on a un appareil étatique qui ne semble pas au diapason de ces revendications-là? Et en gros, dans quelle mesure est-ce que l'agentivité de nos mouvements, je me permets de m'inclure là-dedans, est capable de dépasser une situation politique institutionnelle qui est quand même très réfractaire à ce qu'on fait? Et voilà, je vais laisser ça là, comme ça vous laissera le temps de développer une thèse de doctorat ou répondre en 3 secondes. Mais c'est juste vous entendre sur des impressions par rapport à ça. On est face à des gouvernements, tant au niveau québécois qu'au niveau fédéral, qui ne sont pas nécessairement en phase avec ces revendications-là. Donc, comment est-ce qu'on essaye de, malgré tout, incarner ces ambitions transformatrices? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'État ou sans l'État ou un peu des deux? Moi, j'ai un bout de réponse que je peux faire. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Un, des fois, il y a des arguments très terre-à-terre de gestion des matières. L'économie circulaire, c'est tant de trucs d'enfouissement. L'enfouissement, ça coûte ça. Puis là, tout d'un coup, arrivent les tarifs. Alors, tu utilises cet argument-là pour dire « et on importerait moins ». Si on était une économie plus circulaire, alors l'argument, il y a quand même un certain nombre de trucs rationnels et des chiffres pour le vendre, puis tu peux après remettre à la sauce de ce qui arrive. Et donc, tu arrives avec quelque chose qui n'est pas a priori idéologique, même si ce qui sous-tend ça, quand on arrête pour y penser, c'est qu'on a un système de production, un système économique linéaire, puis on s'en va directement dans le mur parce qu'on n'a pas la capacité de maintenir ce système. Donc, des fois, c'est ça. Des fois, c'est sur juste les conditions. Après, OK, on a un bon modèle de gestion des matières résiduelles de réutilisation, mais pour y faire émerger ça, il y a toujours bien eu du monde qui se sont parlé puis qui ont dit « Hey, on pourrait faire autrement ». Et ça, les conditions d'émergence d'innovation, ça prend des espaces de rencontre, ça prend des lieux de discussion. Bertrand parlait de dire « Hey, j'ai une bonne idée », puis de se faire répondre « C'est une fausse bonne idée, je l'ai essayé, ouais, mais OK, avec telle condition ». Et ça, je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés au temps récent parce que différents gouvernements récents voient moins ça. La concertation, c'est vu comme des sous qui ne donnent rien de tangible. Mais je pense que c'est là où la question est frustrante parce qu'il n'y a pas de... Les solutions faciles, on les a appliquées. Là, on est rendu avec plusieurs trucs transversaux qui se touchent. À un moment donné, il faut penser en dehors de la boîte, il faut mettre des sous pour tester des choses, mais tester veut dire des fois c'est un échec. Puis après, quand il y a le pilote, il est réussi, il faut avoir les moyens pour aller plus loin, pour dire de telle garderie communautaire, on est capable d'aller à l'échelle. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un programme gouvernemental. C'est pas Pauline Marois qui a pensé au CPE, mais ça prenait du monde au gouvernement pour tordre des bras, pour sortir un programme pour qu'il y en ait à travers le Québec, et non pas les madames avec les bonnes idées puis beaucoup d'intérêt dans peut-être certains quartiers. Donc, ces conditions d'émergence puis de changement d'échelle, je pense que ça prend des lieux de rencontre. Je trouve qu'on manque de lieux, puis c'est d'autant plus vrai dans les territoires plus dévitalisés, où les organisations sont beaucoup plus protégées, leurs maigres ressources puis leurs mandats, puis pas à travailler avec d'autres ou pas risquer d'aller plus loin. Même si je trouve qu'au Québec, on est relativement mieux placé que, mettons, ailleurs au Canada, d'avoir des lieux de rencontre, des espaces, des organisations de concertation. On sait qu'on en manque. Puis ouais, c'est ça. Je dirais que c'est sur ces 2 points-là. Des fois, il y a des arguments très techniques, puis des fois, c'est faire émerger et changer d'échelle. Ça prend des moments de rencontre. Donc, des grands moments comme le sommet, ou à l'échelle territoriale, des trucs qui se passent, des discussions. Puis les acteurs que je trouve le plus dynamiques là-dessus, c'est les acteurs municipaux. C'est qu'on voit certaines municipalités, parce qu'il y en a tellement trop, puis ils ont la responsabilité de la moitié, mais on se tourne vers eux pour tout. L'inondation, le problème de logement, tout, qui commence à mettre, OK, comment on peut travailler avec d'autres. Merci. Est-ce qu'on peut faire dans l'ordre? Bertrand, tu veux enchaîner?
Pas de solution magique non plus en 30 secondes, mais deux points. Le premier fait directement la suite de ce que Béatrice vient de dire de notre côté. Comment peut-on déjà travailler avec peut-être les gouvernements les plus proches, donc les gouvernements municipaux, enfin les municipalités, puis comment peut-on faire en sorte qu'elles jouent de plus en plus le rôle de gouvernement de proximité? Peut-on travailler vers une réforme du monde municipal et de sa fiscalité et de ses pouvoirs? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller chercher sur la question de relations au gouvernement en travaillant d'abord avec les gouvernements les plus proches de nous. Et puis le deuxième élément qui touche peut-être aussi à la question de la concertation que tu nommes, c'est, alors c'est sûr on ne va pas l'avoir facile, mais on peut aussi, un élément, pas magique, pas facile, mais peut-on travailler à démocratiser le fonctionnement de l'État lui-même et à toute une série de choses qui pourraient se faire, de nouveau des choses qui sont faites ailleurs, sur la place que les citoyens de la société civile, au-delà de la concertation, mais sur la co-construction, la codécision, peuvent avoir pour démocratiser le fonctionnement de l'État et donc aussi rentrer dedans et faire en sorte d'écarter un peu la bête. Donc il y a un travail sans doute là-dessus qu'on pourrait faire. Merci. Dominique? Mais je poursuivrai là-dessus. C'est un peu vers ça que je m'en allais. Il y a une démocratisation à développer, à se réapproprier un peu partout, dans tous les milieux, ce qui fait que, puis plus particulièrement justement la démocratisation de l'État, et de cibler les pertes, le déficit démocratique qui s'est accumulé au fil des ans. Puis tout à l'heure, je parlais là, juste dans le système de santé et services sociaux, toute la concentration qui s'est développée, la perte des lieux d'expression. Quand on regarde ce que sont devenus les CLSC par rapport à ce qu'ils étaient au départ, notamment à l'inspiration de la clinique Saint-Jacques et de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, il y a un paquet de lieux de démocratie que nous avons perdus. Et ça, quant à moi, je suis d'accord qu'il faut réinvestir les lieux démocratiques aux assemblées générales de syndicats, les assemblées générales de coopératives d'habitation, des groupes communautaires, bref, tout ça. Puis je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure aussi. La charge est lourde aussi, mais cependant, il faut être capable de voir toutes ces choses-là comme étant en complémentarité pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir faire reculer les choses. Aussi, c'est de voir comment nos luttes s'inscrivent dans le temps, à court, moyen et long terme. Oui, il a fallu un levier politique pour l'adoption. Je vais reprendre l'exemple des services de garde, mais il a fallu aussi des décennies de lutte. Et ça, des fois, il faut, derrière l'essoufflement, savoir qu'on s'inscrit dans l'histoire et que, bien humblement, nous sommes de très petits êtres humains dans une multitude qui s'est développée, puis être capable de voir, on a beaucoup parlé tout à l'heure de nos lieux de convergence et de divergence, mais de voir aussi comment on a réussi, puis comment on peut encore réussir. Moi, je pense que des fois, oui, je suis un petit peu désespérément optimiste dans la vie parce que je refuse de baisser les bras. Puis l'investissement et la revendication de lieux démocratiques, puis de s'approprier davantage partout où on le peut, je pense qu'il y a vraiment une clé là-dedans par rapport à l'État. L'État, la démocratie, ce n'est pas que voter aux 4 ans pour nos gouvernements qui, de toute façon, ne nous représentent pas très bien, puis se poser la question aussi sur pourquoi ils ne nous représentent pas très bien. C'est parce qu'ils en représentent d'autres beaucoup mieux. Et donc, qu'on doit avoir ça aussi dans notre tête sur la façon dont on mène nos luttes les uns et comment elles se tissent les unes aux autres, particulièrement en utilisant tous les champs démocratiques et en développant de plus en plus des champs démocratiques pour qu'on puisse exprimer la parole de toutes et de tous. Merci Dominique. Claudia? Merci.
Ça avait l'air d'une question très simple, mais c'est ça, on pourrait en parler des heures, je crois. Au-delà des idéologies que l'État, les différents gouvernements et tout ça qui se sont succédés dans les dernières années, oui, notre message a de la difficulté à passer, à percoler. Il faut vraiment lutter de chaude lutte pour avoir des gains. On en a, mais c'est souvent en oubliant des pans entiers et beaucoup de revendications qu'on mène. Ils ont développé aussi, au-delà de l'idéologie, c'est beaucoup de stratégies pour nous diviser d'une certaine façon. Ils sont devenus très habiles pour vraiment encarcaner autant leurs négociations, autant de comment ils font descendre le financement. Il y a vraiment toutes des stratégies qui sont très cogitées au-delà de l'idéologie pour nous désolidariser. Puis ça, il faut être conscient de ça. Puis il faut être capable, quand notre secteur ou notre domaine est peut-être plus avantagé une année ou qu'on a ça, on peut déployer ça, notre domaine fleurit, c'est super, c'est merveilleux, on y va. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, quand on a ces sommes-là qui nous sont octroyées, bien, il y a plein de pans de la société civile ou autres, ou même, puis dans les luttes syndicales, c'est un bon exemple, ce qu'on a vu dans les dernières années aussi, dépendamment des syndicats, à quel moment ils font leurs actions et tout, puis il y en a qui sont désavantagés. Donc, c'est comment on est capable de se mettre ensemble dans les différentes luttes, mais aussi d'être capable de dénoncer pour d'autres, même si ce n'est pas notre secteur, puis d'être capable de le nommer, puis d'avoir des revendications plus globales, plus porteuses d'un projet de société qui ferait vraiment, qui changerait les choses. Puis c'est de solliciter vraiment le pouvoir de la masse. Le milieu communautaire, on le fait depuis le début, c'est d'être capable de mobiliser les gens, de prendre le temps avec eux, de leur faire comprendre en quoi les inégalités qu'ils vivent, c'est pas des situations individuelles, il y en a tout plein de personnes qui vivent ces inégalités-là, puis qu'on peut se mettre ensemble, puis que c'est comme ça qu'on est capable. On le voit, c'est là qu'ils reculent. C'est là qu'on a des gains. C'est quand on est capable de se mobiliser massivement. Mais il faut sortir de notre confort. Il faut hausser notre niveau de tolérance aussi au chaos. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est le temps à peu près qu'on avait pour la discussion structurée, formelle, panel. S'ouvre maintenant autour d'un verre des discussions croisées, chaotiques, généreuses. Chaos. Donc, on vous remercie énormément pour cette participation très stimulante à ce panel. Et la suite se passe donc au-dessus. C'est toi qui annonce... Ok, oubliez tout ce que je viens de dire. C'est Annie qui va vous annoncer la bonne nouvelle. Mais un immense merci encore pour votre participation.